Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Eh bien, nous sommes encore heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, tout en vous rappelant naturellement qu'ils sont très nombreux et ces enseignants qui sont rentrés, on va dire, dans la 5e semaine de grève concernant les revendications importantes qu'ils font au-delà des questions qui leur sont posées, notamment en direction du gouvernement camerounais. Que comprendre aujourd'hui de la grève des enseignants? Le gouvernement camerounais a-t-il décidé de ne pas s'ouvrir aux questions urgentes du moment concernant les enseignants? Et à côté de ces enseignants du secondaire, et même ceux du primaire, on va dire que ceux du supérieur ont fait savoir au gouvernement camerounais un certain nombre de griefs la semaine dernière. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision ce matin. Avec le même plaisir, nous partageons ces moments importants concernant le programme, le talk show qui vous accompagne de lundi à vendredi entre 10h et 12h. Comment comprendre la grève des enseignants rentrée bien sûr dans sa 5e semaine? Ils sont de plus en plus courroucés, très nombreux, ces enseignants du secondaire et même du primaire qui essayent de faire entendre leur voix de la façon la plus dure possible. Le gouvernement camerounais, quasiment dos au mur, ne donne pas de solution évidente aujourd'hui. Et bien, à la question d'ailleurs de savoir qu'est-ce que ça peut cacher ce comportement du gouvernement camerounais, madame, monsieur, on en parle ce matin. Et à côté de cette revendication du primaire et même du secondaire, il y a un risque en même temps d'implosion pour ceux du supérieur qui risquent de rentrer dans la revendication très rapidement. Et d'ailleurs, une lettre a été commise à l'occasion par le CINES. Madame, monsieur, on en parle naturellement. Que s'est-il réellement passé la fin de semaine dernière à l'Assemblée nationale du Cameroun? Comment comprendre la défaite de l'honorable Jean-Michel Ninthieu face à Kavaye Yégué Djibril, le président de l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs à travers une victoire écrasante 161 voix contre une seule voix et 12 bulletins nuls. C'était, comme on pourrait bien sûr le dire, un score à la soviétique. Mais en réalité, qu'est-ce que Jean-Michel Ninthieu a voulu transmettre comme message? Nous en parlerons et naturellement au Sénat camerounais. Va-t-on le rappeler que Marcel Niang-Difendi rempile et s'impose comme président du Sénat camerounais? Mesdames et messieurs, on en parle. Sécurité routière. Ils font un travail incroyable. Ils sont très nombreux sur les routes du Cameroun, notamment sur la Cordillère, Douala, Bafoussam. En ce qui concerne la sécurité routière, ils prennent la peine pour beaucoup, naturellement pour ceux qui sont du côté de Bafang là-bas. Ils font un travail incroyable en ce qui concerne bien sûr la sécurité routière et surtout toutes les recommandations mises en place pour encourager les Camerounais à respecter tout ce qui va avec. On se dit ce matin qu'il faut bien sûr leur tirer un grand coup de chapeau. Bonbon Benga nous retrouve pour cette nouvelle semaine. Charlamel Batiou, Isabelle Carozoupet et Dominique Audrey-Engelec. Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Bonbon Bengan, bon début de semaine et bon retour. Bonjour Monsieur Ngachonumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le retour ne peut pas être bon. La chefferie de Bangou n'a toujours pas vu son chef supérieur intronisé. Ça date depuis longtemps. Peut-être faudrait pas rappeler des soubresauts parce que l'ancien chef, le vrai, il était UP6, il était mort à Conakry, c'est vrai, mais passons. Ceux qui ont été là parce que la chefferie doit continuer à vivre, on a procédé aux consultations, mais jusque-là, Bangou n'a toujours pas son chef désigné parce que l'administration ne veut pas jouer un jeu. Maintenant, on a désigné quand même quelqu'un de Taïou. Qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi chaque fois il faut revenir? On ne laisse pas les notabilités choisir leurs représentants. On ne le dira jamais assez, mais on s'indignera chaque fois que l'opération aura été malmenée par l'administration. Merci, bon Bengan Kandje. Madame Michon, on parlera également dans les jours à venir de la grosse querelle camerounaise autour du foncier. On en a longuement évoqué ces sujets sur cette antenne, mais il va falloir forcément revenir, car les questions domaniales risquent d'envenimer au plus vite et surtout au plus haut niveau les relations entre Camerounais, et il faut en parler dans les jours à venir. Charles Mbachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Merci. Isabelle Carozoupet, bonjour.
Bonjour Michel Gatchou, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. On va dire que la situation parlant du choléra reste toujours préoccupante, s'en tenant bien sûr à ces chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique. Donc pour dire aux populations comme quoi il faut continuer de faire attention et respecter les règles élémentaires d'hygiène, c'est aussi important. On parle de 116 nouveaux cas notifiés au Cameroun. 116 nouveaux cas, merci infiniment. Isabelle Carroz, peut-être ne parle plus du Covid-19 aujourd'hui, en tout cas on ne sait pas exactement. Mais on parle toujours aussi de Covid. Oui, du Covid. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne les mesures édictées par le gouvernement camerounais. Continue-t-on de les respecter quand on sait que dans d'autres pays, il y a eu une levée de boucliers autour des mesures restrictives quand même. Dans tous les cas, sont santé, un chiffre aussi rendu public par le ministre de la Santé durant le week-end. Donc on comprend qu'il faut toujours faire attention parlant de cette pandémie de Covid-19, tout comme le choléra. Ça veut dire que la crise sanitaire persiste au Cameroun. Ce n'est pas évident entre une crise sanitaire, une crise sécuritaire, une crise financière, une crise de la faim. Ben décidément, il fait bon peut-être ailleurs, mais pas au Cameroun si aussi. Si vous voulez qu'on commence à parler des crises au Cameroun, le Cameroun vit quand même sous, on va dire, il y a comme un magma. Ben, on dira beaucoup de courage. Il y a comme un magma en dessous du Cameroun. Camerounais. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour madame, bon début de semaine. Bonjour Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Depuis quelques jours, on parle de l'augmentation du prix du pain à la farine de blé. Ouais. Qu'en est-il d'une possibilité d'avoir des farines de patates, de plantain pour faire du pain? On en parle tout le temps. Peut-être c'est l'occasion. La motivation entrepreneuriale au niveau du Cameroun, encourager les petites mains qui sont dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'au Cameroun ne devrait pas s'y pencher? C'est certainement l'occasion pour tous ces producteurs de farine, de plantain, de patates et de macabo et tout ça, de manioc, d'entrer dans la danse. Et donc les Camerounais ont validé 125, 150, 200, 300 pour le bout de pain? Ils ont validé. Les Camerounais ont beaucoup d'argent, va-t-on dire. Non, les Camerounais ont beaucoup d'argent, me semble-t-il. Allez Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. L'histoire de ce matin nous vient de l'étranger. C'est un Camerounais qui vit en Belgique, qui nous dit qu'il y vit depuis 4 années. Avant de partir, j'ai laissé au Cameroun ma femme et ma fille. Tout se passe bien. Ma famille, donc ma femme et ma fille, à côté de ma famille, mes parents, mes frères et mes soeurs, vivent ensemble dans la ville de Yaoundé, mais dans des maisons différentes, bien entendu. J'ai décidé de faire venir ma femme et ma fille à l'étranger, venir me retrouver ici en Belgique. J'ai contacté mes parents pour leur faire part de cette idée, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, mon père et ma mère. Rendez-vous compte que ma mère a ouvertement dit non. Et elle a estimé que je ne pourrais faire venir ma femme et ma fille tant que mes frères et sœurs, les 4 qui sont restés au Cameroun, sont encore au Cameroun. Si ma femme doit venir à l'étranger, mes frères doivent d'abord aller à l'étranger, dit-elle. La famille s'est mobilisée pour que je puisse aller en Belgique il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, je suis dans un dilemme. Est-ce que ma femme devrait venir avant mes frères? Est-ce que j'ai l'obligation de faire venir mes frères à l'étranger? Ma femme et ma famille me manquent. Ça fait 4 ans déjà, je ne les ai pas vus. Comment est-ce que je vais gérer cette situation? Comment faire comprendre à ma mère que j'ai besoin de ma famille ici et que mes frères, forcément, je pourrais les aider d'une autre façon. Merci beaucoup Dominique Audrey. Je sais pas, j'aimerais bien vous voir dans la peau de la femme qui souhaiterait être aux côtés de son mari de l'autre côté en Belgique. Je souhaite en même temps. Eh bien, on en parle ce matin. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que c'est la maman qui dit à son fils, vous ne l'amenez pas tant que vos frères, ou tant que tes frères ne sont pas avec toi là-bas. Eh bien, que peut bien craindre la maman? La question fondamentale est posée, Isabelle Carroz pour une maman qui fait une telle injonction à son fils. Oui, d'accord, on t'a accouché, on t'a élevé, tu as grandi, tu t'es positionné, maintenant tu es parti là-bas, tu essayes de te rattraper autant que tu peux pour avoir une vie normale, mais tu as grandi, tu es un homme, tu as fait un enfant, tu as laissé une femme. Ben, la chaleur également, l'absence, c'est un problème. Comment comprenez-vous l'injonction de la maman, Isabelle? Moi, je crois que la maman est simplement animée par la crainte. Elle est simplement animée par la peur de perdre ce fils et de voir ses enfants stagner. Parce que si on écoute peut-être bien l'histoire, Dominique Audrey parle de ce que les parents qui ont saigné pour que cet enfant se retrouve de l'autre côté, il a pu se réaliser entre guillemets, il veut faire monter les autres. Je crois que pour elle, elle se dit, si sa femme arrive de l'autre côté, peut-être qu'elle lui dira, ne fais pas venir
tes frères, ne fais pas venir tes sœurs ici. Vraiment, toi et moi, on n'est que deux, on pourra rester à deux. Moi, je crois que ce que la mère a à faire, ou les parents ont à faire, c'est pas d'interdire à ce jeune homme de ne pas faire monter sa famille ou alors de ne pas faire monter sa femme. C'est simplement de pouvoir discuter avec lui, de pouvoir rassurer son fils, de pouvoir dire à son fils, écoute, toi aussi, vraiment, n'oublie jamais le fait qu'on a pu mettre tous les moyens, prendre toutes les dispositions pour que je te retrouve de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de problème à ce que tu fasses monter ta femme, mais pense et pense et pense à tes frères. Parce que peut-être une fois que la femme sera là-bas, on ne va plus dire que, quand on va dire, il y a Janine là qui est là, il faut qu'on fasse ses papiers et tout, la femme peut-être qui va s'opposer. Pourquoi la maman peut-elle craindre de ce que peut-être son frère, avec la femme, risquerait d'oublier sa famille souche à lui? Est-ce que la maman ne devrait pas plutôt se dire, bon d'accord, monsieur, mets-toi en couple comme tu l'as bien souhaité, fais-moi des enfants, fais grandir la famille, et bien maintenant s'il y a un coup de main de ton frère ou à tes frères, oui, mais est-ce que rendre pérenne la famille en matière de vie ne serait pas une priorité que de dire, je voudrais que je fasse monter ces 4 frères d'abord? Qu'est-ce qui peut expliquer ça au moment où d'ailleurs les questions liées à l'immigration sont... C'est ça que moi j'ai parlé d'une certaine réticence de la part de la maman. Peut-être que la femme aussi, l'attitude de la femme de ce jeune homme fait en sorte que la famille émette des réserves. Oui. Parce que je ne pense pas que la réaction de la mère part de nulle part. C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a forcément quelque chose, forcément une attitude de la part de cette jeune fille qui fait en sorte qu'elle ait cet argumentaire. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise expérience, peut-être que la fille n'a pas un comportement qui est avec ou alors qui l'arrange et tout. Mais je dis, il n'est pas nécessaire de pouvoir bloquer ou alors d'empêcher cet homme de faire monter sa femme. Qu'elle laisse le jeune homme le faire et qu'elle dise seulement, mon fils, écoute, n'oublie pas tes frères et tes sœurs, continue de les épauler, continue de les encadrer, continue de les mettre dans des conditions qu'il faut. Et je crois qu'à ce moment-là, elle pourra se retrouver. Alors, quel commentaire faites-vous à ça, Imban Bengan, au moment où on sait d'ailleurs que les questions d'immigration font un débat incroyable au niveau de l'Afrique et même au niveau de l'Europe? Ben d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un petit complexe que pourrait bien traîner la maman, oui, mais de quoi est-ce qu'elle a peur, à votre avis? Non. D'abord, l'histoire nous dit que la femme de son fils ne vit pas avec elle. Elle vit ailleurs, dans la maison familiale. Ça veut dire qu'il y a quelques antécédents. Et ça fait craindre la maman. Oui. Mais dans l'histoire, c'est difficile de trancher parce que tout le monde a raison. Tout le monde a raison, oui. La maman qui connaît son fils, connaît sa belle-fille, ils ont vécu ensemble ici. Et la famille a enseigné, comme vous avez dit, pour l'envoyer. Il voit un type de comportement de sa belle-fille qui ne l'attire pas. Elle a raison d'insister sur le fait que son fils doit faire monter, doit faire venir d'abord ses frères. Mais le garçon, en cours d'un équilibre, le regroupement familial lui donne une certaine posture, de plus d'équilibre encore. Il y a une chaleur. Donc, et c'est pour ça qu'on demande aux filles, ne mettez jamais vos maris dans les postures de choisir entre vous et votre maman. Je reproche aux filles, je reprends. Ne mettez jamais vos maris dans les postures de choisir entre vous et leur maman. Ça veut dire qu'en fait, vous entrez mal dans le mariage. C'est pas bon. Parce que ici, tout le monde a raison. Maintenant, comment le garçon peut parlementer? Je lui dirais, comme on dit, d'avaler un peu le couteau. C'est-à-dire que faire venir un de ses frères, et ensuite procéder au regroupement familial. Donc d'abord son frère? Oui, il fait venir un de ses frères et procéder au regroupement familial. Là, et demander à sa femme, j'allais dire, de souffrir que cela se fasse. Souffrir que cela se fasse parce que, en fait, lorsqu'ils seront à deux, la famille aura au moins 2 piliers. D'accord. Lui, 4 ans après, il semble être établi. Ça veut dire qu'en fait, c'est des enfants qu'on peut donner les présomptions d'une bonne éducation, des gens qui savent s'affirmer. Ça veut dire qu'en fait, on peut donner du crédit à son frère qui pourrait le rejoindre là-bas, que lui aussi, il n'ira pas
j'allais dire, dans une vie de débauche, il va être un autre pilier de la famille à ce moment-là. Donc, mais quel peut être le risque, Mbombengan, de faire monter ses 4 frères? Est-ce que ces 4 frères ne peuvent pas peut-être manipuler par le moment, peut-être pour mettre très mal? Oui, c'est là où c'est difficile, mais au moins la dame aussi. Au moins un. C'est-à-dire l'équilibre de ce garçon peut plus tenir l'équilibre si sa femme continue à rester loin de lui. Oui. Ça aussi, on ne peut pas lui permettre de laisser sa femme éternellement ici, mais il fait venir un de ses frères, sa femme après. C'est-à-dire que c'est un choix compliqué à prendre, mais moi je pense que c'est comme ça. Pourquoi pas sa femme avant et son frère après? Non, ça va disloquer, ça risque de disloquer la famille. Tu sais, ici on tient à l'harmonie. Oui. Entre les deux, quelle est la personne qui est plus habilitée à comprendre ou alors à supporter, parce que c'est cela. Je pense que sa femme peut être mieux, peut être dans la posture de supporter encore, être seule en attendant que un de ses beaux-frères aille avant elle. Mais les 4, non, là les 4 c'est un peu forcément la maman veut peut-être qu'il y ait l'équilibre. Voilà. Oui, il y a des familles qui ont très peur quelquefois, en disant, bon d'accord, la fille arrive chez notre fils, et les filles ont la capacité justement d'absorber les garçons. C'est elle ici, pourquoi elle ne vit pas dans la famille de son mari? Elle ne veut pas le protocole, elle ne veut pas le protocole, maman, c'est ça, elle ne veut pas le protocole, c'est tout. Ça veut donc dire qu'il y a des antécédents. Non, pas forcément. Vous savez l'attachement. Elle ne sera pas aérée là-bas dans son esprit. Vous savez l'attachement qu'un homme peut avoir à l'endroit de son épouse. C'est-à-dire, l'homme acquiesce tout ce que sa femme lui propose de faire. Eh bien, la mère, certainement, a peur de tout ça. Alors, Mbombengan, oui, d'accord. Mbombengan a posé une question évidente. Et vous la posiez justement, parce qu'on devait y arriver. Pourquoi n'évite-t-elle pas dans la belle famille, et attendre, bien sûr, le moment idéal où la famille s'organisera justement à la faire monter, Mbombengan? La question, elle est évidente, en fait. Oui, bien, tout à fait, parce que l'histoire nous dit que la famille a saigné pour envoyer leur fils, qui était déjà marié. Ça veut dire qu'en fait, c'est le moyen de la famille. À ce moment, la fille, peut-être, était en location avec sa femme. Ouais. Il a préféré laisser sa femme dans la maison où il louait. C'est possible. Mais les problèmes de la maman et lui, le garçon qui pose le problème, ne nous dit pas des antécédents qu'il y a. Parce qu'en fait, ce sont les antécédents que nous pouvons aider à résoudre. Ce n'est pas le choix. Parce que quand on nous met dans des problèmes de choix, qui doit venir le premier, ma femme ou mes frères? Non, on ne pose pas le problème. Là, le problème est mal posé. Il faudrait dire, il y a ma femme dans ceci, dans un vivait, il y a eu ci avec mon épouse, ma mère, c'était ci, c'était ça. Vraiment, voilà. Donc c'est là qu'on aurait donc à l'idée claire que la femme là, elle a déjà avalé le garçon. Donc si elle va le retrouver là-bas, peut-être qu'elle va tourner le dos à sa famille. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des clauses au départ. Parce que si ce sont les parents qui ont financé le voyage de ce garçon, comme c'est le cas, ça veut donc dire, c'est sûr que les parents ont dit, écoute Christian, on va t'épauler, on va tout faire pour que tu ailles de l'autre côté, mais s'il te plaît, une fois que tu es là-bas, pense d'abord à tes frères avant de penser à qui que ce soit. Peut-être que c'est l'arrangement qu'il y a eu au départ. Mais si tel est le cas, il faut quand même qu'il fasse comprendre à sa famille qu'un amour à distance est difficile à consommer, est très compliqué. La chair est très faible, comme les hommes ont coutume de dire. Donc, avant qu'il ne se lance dans autre chose, parce que voilà, on sait très bien le climat qui prévaut de l'autre côté aussi, c'est pas évident. Donc, il serait mieux qu'il fasse très vite remonter sa couverture. Maintenant, qu'il prenne sur lui peut-être d'entamer les deux procédures au même moment, ou alors de rassurer sa mère de ce que, une fois que sa femme sera montée dans les jours à venir, sa chérie... Je voudrais, avant, cher Amel, donner la parole à Dominique Audrey sur cette question. Est-ce que Dominique Audrey ne peut pas avoir une complicité entre la mère et la fille? C'est-à-dire que la fille, dans sa moralité, dit à sa mère, maman, je viens rester à tes côtés, on laisse partir... Ngachou, dès qu'il arrivera là-bas, et on verra ce qu'on pourra faire, parce que je pense que Ngachou peut arriver le temps d'être un peu plus, je dis, en association avec son frère, et on aura 2 bras, je vais arriver, je serai mieux encadré. Est-ce que une vision comme celle-ci ne peut pas arranger les choses? Peut-être avant de répondre à ça, même si je n'ai pas la réponse à ça, qui a dit que lorsqu'on a un frère en bec, nous tous on doit aller en bec? Pourquoi c'est comme ça? Ça dépend des clauses.
Donc, Gachubambeng, je suis sa petite sœur. Sanjanga, comme on dit. Et forcément, je dois rester là comme non. Bientôt, mes papiers vont sortir, je vais aussi aller rester avec mon frère. Pourquoi? Est-ce que aller à l'étranger, c'est un gage de réussite? Est-ce que aller à l'étranger, elle donne la garantie de ce qu'on va pouvoir aider la famille forcément en étant là-bas? Moi, je me serais attendue à ce que la mère de ce jeune homme lui dise que bon, avant peut-être de faire venir ta femme, sache que ta petite sœur a terminé avec sa formation en esthétique et qu'il faudrait penser à lui trouver quelque chose. Lui ouvrir son local pour qu'elle commence à avoir quelque chose, son argent de baigner, son argent de transport, je dis n'importe quoi. En présence, si tu as un peu de moyens, c'est important, parce qu'il ne faut pas laisser croire aux gens qui nous regardent que lorsqu'on part en Europe, automatiquement c'est la réussite. Bah, sauf que c'est l'impression que la maman donne quand elle dit il faut impérativement que tes frères viennent d'abord. Tous tes frères doivent venir parce qu'on sait que comme tu es là-bas, tu roules carrosse, ta vie est rose, tu as de l'argent, donc il faudrait que tes frères viennent également chercher avant que l'autre fille là, la fille que tu nous as ramenée là ne vienne. La réaction de la maman montre simplement que les deux ne s'entendent pas. Il n'est pas question de dire aux gens ici à la télé que lorsqu'on a une belle-mère, on s'embrasse toujours sur la bouche, qu'on s'entend. Les relations interpersonnelles, ce sont les montagnes russes. Ce matin, ça va donner. Dans la soirée, il y aura un point de discorde. On ne s'entendra forcément pas. Et c'est pire lorsqu'on partage la même maison. Vous savez, chacun a son ego. Si on est deux femmes dans la maison, chacune va vouloir faire prévaloir un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle on s'entend mieux lorsqu'on est à distance. Vivre, partager le même toit que sa belle-maman, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, elle voudra faire les légumes sans sel et moi, j'aurai envie de manger les pâtes sautées. Aujourd'hui, je vais manger les légumes. Demain, la troisième fois, je vais dire à mon mari que moi, je suis fatiguée de manger le zombe sans sel. Vraiment, il faudrait que tu me trouves ma plaque à gaz. Je vais mettre dans ma chambre, je vais faire ce que je veux manger là-bas. Parce que ta mère nous impose la nourriture ici. Donc, il est bon pour de bonnes relations de parfois se distancer. Parce que lorsqu'on se retrouve, c'est plus l'amour que les disputes qui ne prévalent. Donc, ici, cette maman ne considère pas véritablement sa belle-fille comme sa fille, auquel cas elle n'aurait pas dit « fais d'abord venir tes frères ». Maintenant, on interrogera le comportement de cette jeune femme. Est-ce qu'elle s'est fait accepter au même titre que les sœurs de son mari auprès de sa belle-maman? La question reste encore posée. Mais ici, moi je suis d'accord avec Bombok lorsqu'il dit qu'il faut essayer de trouver quelque chose pour calmer la mère en faisant venir d'abord un enfant. C'est juste pour calmer. Vous auriez eu un point de vue pareil? Non. D'accord. Non. Je veux dire que sa mère est un peu coincée. Parce qu'on se dit, comme il est arrivé en Bengla, il faut d'abord que les autres viennent avant que celle-ci ne vienne. Parce que lorsqu'elle va arriver, elle va finir de manger l'argent de notre fils. Tout ce qu'elle va donner, ce sera pour sa famille et tout. Ça veut dire que la maman n'est pas très sûre de la qualité de l'éducation qu'elle a donnée à son fils. Ça veut même dire que si elle vivait avec sa belle-fille dans la même maison, lorsqu'on devait envoyer l'argent de Belgique, elle devait dire que non, fais le mandat à mon nom. Et cet argent-là, c'est moi qui vais décider de comment je dispatche parce que c'est dans ma cuisine qu'on fait à manger. C'est moi qui va payer le car, la moto pour donner à ma petite fille pour qu'elle aille à l'école et tout. Conséquence, elles ne pourront pas véritablement s'entendre au moment où il sera une question d'argent. Et il faut dire aux jeunes femmes qui aspirent au mariage que votre belle-mère aura toujours une certaine jalousie envers vous. Ce n'est pas une jalousie malsaine, c'est que vous venez, vous entrez dans la vie de son fils qui n'a toujours eu Dieu que pour elle. Et à ce moment-là, elle a l'impression de perdre quelque chose d'important pour elle. C'est à vous, les jeunes femmes ou les futurs mariés ou les mariés, de faire savoir à votre belle-mère que... C'est à nous. Non, aux filles que non, n'allez pas en compétition. Parce que vous allez vous retrouver avec des belles mamans qui ne seront pas polies. Elles ne seront pas faciles à vivre. Mais faites-lui comprendre que maman, malgré tout, je suis là. Je suis ta belle-fille, j'aime ton fils. Monsieur Gacho, je voudrais que vous assumiez, que vous dites que nous, les femmes aujourd'hui, soyons dans cette posture. C'est ce que voilà. Donc le nous, ça s'adresse à moi. Vous et moi y compris. Et voilà. Ne prenons pas nos belles-mères comme des rivales. Voilà, c'est important. Voilà. On viole sachant qu'en prenant leur fils, nous avons pris une partie de leur cœur. Oui. Donc n'ajoutons pas encore. Très bien. Bonjour bien sûr à tous les mamans qui nous regardent ce matin et qui sont dans cette posture. Certainement, maman, grâce à vous aussi, votre enfant a pu se démarquer, aller certainement faire des recherches ou des études supérieures de l'autre côté.
L'enfant a peut-être eu un petit boulot là-bas, dans l'espoir, bien évidemment, de soutenir la petite famille restée au pays. Quand on sait justement que c'est devenu une logique pour bon nombre de pays africains où on laisse entendre qu'il faudrait qu'il y ait au moins un membre de la famille qui soit de l'autre côté pour être ce qu'on appelle très souvent chez nous le bras fort de cette famille. Alors, comment comprenez-vous aujourd'hui cette maman qui demande à son fils justement de faire d'abord venir ses 4 frères et bien de mettre de côté sa femme légitime? Voilà. Mais il y a une question, Charles Hamel, avant que vous ne parliez. Comment comprendre que la femme soit épousée ne soit pas chez sa belle famille? J'insiste là-dessus. Là, vous voulez commencer à énerver le matin. Vous nous éloignez du problème principal. Quand vous avez peur de Charles Hamel? Vous avez peur de son commentaire? Vous avez peur de ses amis? Elle ne vit pas dans sa belle famille. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Chacun est libre de ça. On n'est pas obligé de vivre dans la belle famille. Isabelle Carole, on fait pas. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de querelle un lundi. Il n'y a pas de querelle. C'est un débat d'idées. Voilà. C'est un débat d'idées. Monsieur Mbatou Charles Hamel, votre point de vue ce matin. Et salut votre voisine de couche en passant. On débat là même. Depuis là, je suis. Elle met les organes. Vraiment. Où est le cœur de la femme? Monsieur Michel Gatoulé, la femme là arrive. C'est tout ça à elle qui vont monter. La femme là arrive, c'est tous les petits frères de la femme là qui vont monter. Le gars là est mort. Le gars là est mort. La femme là monte. Tous les petits frères, les cousines, les cousins vont monter. Sa mère vous écoute. Oui, elle écoute. Salut maman. Dis à ton fils qu'il descend et l'enceinte, il repart. L'amour à distance. Elle a 1 an pour la grossesse, 1 an pour le sevrage. Il fait monter ses frères. 0. Si tu m'as écouté, appelle-le maintenant. Tu lui dis, elle ne monte pas. Monsieur Michel Ngatou, vous connaissez les sacrifices des familles? Vous faites mal à beaucoup de femmes. Oui, je fais mal, monsieur Michel Ngatou. Elles sont nombreuses qui sont montées, elles ont fait 1 an. Après, le gars s'est trouvé en situation, on l'a même rapatrié. Elles sont comme ça, les femmes là. Qui arrivent en Europe, dès qu'elles sont à l'aéroport. Alors, c'est plus l'Afrique ici, hein. Si ton mari te gronde, tu appelles, tu as le numéro. Si tu montes, ton mari te menace, appelle le numéro. Ici, c'est la femme qui commande. Ici, c'est la femme qui parle. Ils sont nombreux là-bas qui n'ont plus de couilles. Parce qu'ils ont fait monter des villageoises qui sont arrivées là-bas et qui les ont colonisées, monsieur Michel Ngatou. Cette histoire me plaît. Ah bon? Oui, ça me plaît. Vous avez beaucoup de mamans aujourd'hui qui ne peuvent pas manger un sac de riz parce que l'enfant a réfléchi comme ça. J'ai fait monter ma copine, on a fait un enfant. La fille arrive et dit que non, il faut que Michael monte. Michael va nous aider. Pendant qu'il parlait de mes économies, voilà Michael qui monte. Il reste là-bas 1 an. Après, elle fait monter Pulchérie. Après, elle fait monter Janine. Après, elle fait monter Rosine. Après, elle fait monter. Lorsque la mère dit que maman, tu ne vois pas que chez moi est plein. Chez toi, là, c'est avec qui? Sa femme, Charles. Quelle est sa femme? Sa belle famille. Donc, je pense, vu les sacrifices consentis par la famille, monsieur Michel Ngatou, ce gars, s'il aime la fille, la descend, si tu l'enseignes, cherche même un meublé. Même un appartement de 300 000 là-dedans, tu l'enseignes, tu mets tout le confort. C'est l'enfant des autres qui doit... Elle a une famille, sa famille peut l'aider, elle ne va pas retrouver son mari. L'enfant de quelqu'un. Sa femme a une famille, sa copine a une famille. Et sa famille continue. L'amour n'est pas la distance. Monsieur Michel Ngatou, je connais comment les parents souffrent pour envoyer les enfants en Europe. Je connais les sacrifices que les parents consentent pour envoyer. Vous avez des papas qui ne s'habillent pas, des mamans qui ne s'habillent pas. Parce qu'il faut payer la chambre de l'enfant, il est en Europe. Il faut payer, envoyer la nourriture. Il faut. Et le jour qu'il ne parvient pas à gagner 5 francs, il vous annonce qu'il veut faire venir sa femme. Arrêtez un peu ça, monsieur Ngatou. On va rester. Non, je suis dans l'histoire. Oui, c'est vous qui voulez me dévier. Non, monsieur Michel Ngatou. Qu'il fasse venir ses petits frères. Il monte un processus. Voilà, un principe. Le principe est clair. Permettez. Le principe est vous avez influencé pendant 20 minutes. C'est moi les pauvres 10 minutes. 20 minutes vous parlez, je ne sais pas intervenir. C'est moi les pauvres 10 minutes là. Monsieur Michel Ngatou, qu'il fasse monter son frère. À 2, il faut une conjonction d'efforts. Il faut monter le 3e. À 3, il faut une conjonction d'efforts. Il faut monter le dernier. S'il veut, il vient, il se passe marier en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il aura aidé sa famille. Ils sont nombreux là en Europe. Nombreux en Europe qui vivent seuls. Le jour qui tombe, ils vous regardent ce matin. Oui, ils nous regardent en Europe. Ouais. Ils sont pleins en Europe qui ont honte de revenir au Cameroun. Parce qu'ils ont situé leur belle famille
par rapport à leur propre famille. Ils ont situé leur femme, situé la famille de leur femme par rapport à leur propre famille. Et aujourd'hui, lorsqu'on épouse la femme, on l'épouse avec tout, non, Chalamel? Monsieur Michel, on voit ça pendant le deuil. Hein? Pendant le deuil. Où c'est le gars qui va rester, il dit que vraiment il y a deuil. Hein, vous aussi cotisez, non? Je souffre comme ça. Là. Quand il dit je souffre, il dit souffre pour ta belle famille. Ne dis pas que tu souffres pour tes frères. Alors, est-ce que c'est pas justement, si on s'en tient à votre angle de traitement, Chalamel, est-ce que c'est pas justement ce type de choses qui fait en sorte que les belles filles sont souvent très mal reçues, très mal perçues, mal accueillies, mal entretenues, mal encadrées dans le mariage, parce qu'on peut avoir des idées pas correctes sur leur personne? Oui, il y en a qui arrivent et écartent carrément la famille souche de l'homme à l'homme. Et c'est problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux femmes qui sont dans la posture où elles sont certainement le problème? Comment changer et revenir à un climat? La fille qui n'a pas été moulée par sa belle-mère est dangereuse pour la famille. La fille qui n'a pas été moulée par sa belle-mère est dangereuse pour la famille. Non, mais est-ce que le mot dangereux n'est pas un peu oui, fort? Oui, monsieur Michel Gachou. Non, pas dangereux. Non, pas dangereux. Là, je suis d'accord. Parce qu'il y a des enfants, il y a des beaux garçons qui n'ont pas connu, il y a des filles qui n'ont pas connu les belles-mères aussi, hein, dont les belles-mères sont décédées déjà. Non, vous savez, d'abord dans le principe, votre propre maman ne vous accompagne pas au mariage. Lorsqu'on vous accompagne, votre propre maman ou la fille ne vous accompagne pas. C'est quelqu'un. C'est-à-dire que lorsqu'une fille intègre une famille, il faut mettre à l'idée l'esprit que je vais d'abord entrer dans la cuisine de ma belle-mère. Parce que en fait, c'est les idées de la belle-mère que tu épouses. Tu peux faire des choses dans la cuisine, maman, vraiment, tu vois, moi, le sel ici, et te dit, ma fille, ici chez nous, voilà. Donc, celle-ci semble ne pas avoir pris la température de la maison. Et c'est ce qu'on leur reproche. Prenez la température de la maison, mais ne venez pas avec l'idée que, moi, je ne mange jamais le sel, hein. Moi, c'est que, non. C'est là-bas dans la cuisine que vous discutez avec votre belle-mère. Oui. C'est elle qui vous intègre et tout. Et il y a des belles-mères qui disent à leur fils, garçon, ma fille là, vous les hommes là, ce que ton père m'a fait subir là, si tu fais subir ça à la fille, tu mourras sur ton dos. Ouais. Donc cette fille n'a pas été moulée par la belle-mère. Elle est de l'autre côté, elle crée des armes, crée la jalousie devant. Et vous allez voir. Sur 100 cas des filles qui montent retrouver leur mari, 80% vont voyager leur mère un an après. Oui. Elles font voyager leur mère un an après. Alors, pas la mère regarde. Pour venir regarder. Monsieur Michel Gachou, je vous assure. Là, peut-être le chiffre est un peu fort, mais la réalité. Oui, c'est ça. C'est ça, elles font voyager leur mère. La mère de la fille va monter. Vous avez des familles où, monsieur Michel Gachou, la mère et le père de la fille, les autres sont comme si prendre Bonaparte de côté. 2 minutes, il est en héros. 3 minutes, elle est en héros. Le propre père du gars, elle a souffre. La propre mère du gars, elle a souffre. C'est pas des hommes. Monsieur Michel, il faut dire non. Je le dis de manière dure. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents ont consenti. Vous êtes quand même très dur. Oui, je suis très dur. Parce que les cas sont nombreux. Où des mamans décèdent. Les mamans décèdent, le gars vient faire le dé comme si c'était le monde. Il venait rendre le monde. Qu'ils apprennent à considérer leur famille. Merci. Monsieur, tu es en Europe, fais venir au moins un de tes frères. Battez-vous à 2 pour aider la famille. À 3 pour aider la famille. Ce que la mère a dit, elle a vu loin connaissant son fils. Merci infiniment, Chalamel Mathieu, Isabelle Caron. Le débat n'est pas terminé parce qu'en même temps, vous êtes très nombreux à nous regarder sur Equinox Télévision via ceux-là qui sont sur la page Equinox TV. Vous avez le contact à l'instant qui s'affiche sur le bas de l'écran. Laissez-nous vos avis. Que doit-on faire pour cette fille? Que doit-on dire à cette maman? Et surtout, que comprendre en termes de messages sociologiquement parlant de ce phénomène d'immigration où voilà, les gens vont se chercher en délaissant véritablement, on va dire, les leurs. Madame, monsieur. Je m'interroge ce jour sur la question de la politique de division orchestrée pour casser les crises dans ce pays. C'est une interrogation qui interpelle on ne peut plus un. Comment comprendre la posture que l'État adopte face à certaines situations critiques dans ce pays?
la discussion, la concertation. Comment comprendre le fait pour l'État d'avoir perdu littéralement sa fonction protectrice pour devenir prédatrice? Le pouvoir camerounais semble ne plus supporter les bras de fer. Ou ne supportant pas le bras de fer, est rentré dans sa coque autoritariste, espérant faire plier les chines chaque fois à ceux-là qui se retrouvent dans des situations de crise. Savez-vous que ce qui se vit aujourd'hui n'est que la résultante des années de rebuffade, de saupoudrage, de rafistolage, des mesures à la petite semaine pour résoudre les crises antérieures, qui à chaque fois ne cessent de ressurgir? Comment comprendre cette approche mafieuse, permanente et répétitive du gouvernement camerounais qui, dans chaque situation de crise, opte pour la politique de division pour mieux régler, mieux gérer? Comment comprendre que face aux multiples crises des Camerounais, on fabrique toujours une caste de personnes qui n'auront qu'une seule mission, dire que tout va bien, tout se porte bien, tout va pour le mieux, tout est OK au Cameroun? Comment comprendre que face aux multiples crises, le gouvernement ne discute jamais avec les vrais initiateurs, avec les vrais concernés? Il faut étouffer, il faut véritablement tout faire pour verser des glaçons, jamais écouter ce qui se dit à chaud. Les vrais sont exclus au profit de certaines corporations syndicales et de certains regroupements n'ayant ni organisé, ni initié un mouvement d'une telle trempe. Chaque fois qu'il y a un mot d'ordre de grève lancé et diligenté par un mouvement donné, des membres du gouvernement orchestrent la symphonie de l'infiltration, de la manipulation, de l'instrumentalisation et de la division pour casser tout mouvement de crise. À quelle fin? Personne ne le sait. Lorsque finalement, plus tard, cela reviendra. On a eu 2012, on a eu 2014, 2016, 2017, 2020, 2021 et aujourd'hui 2022. Posons-nous les mêmes questions parce que chaque jour, c'est les mêmes choses. On annonce, on annonce, on casse. On annonce, on démobilise. On annonce, on démobilise. Et finalement, un jour, cet abcès finira par se percer. Le modus operandi est le même. Il consiste de manière rituelle à tenir des concertations avec certaines personnes véritablement inconnues qui ne sont jamais les dignes représentants encore des interlocuteurs valables pour discuter de manière sérieuse et rigoureuse de leurs récriminations. Ce sont des individus malléables et influençables choisis délibérément qui se retrouvent toujours à la table des joutes pour échanger avec le gouvernement, le dessein étant in fine de lever le mot d'ordre de grève. On l'a vu avec les gars de la marine marchande, les dockers, les employés du chantier naval, les ex-employés des banques entrés en liquidation. On l'a vu avec la grève des médecins, la grève des transporteurs, j'en passe. Oui, rappelons-nous, pour la grève des médecins, pour démobiliser, on s'est retrouvé à les affecter très loin. À Somalomo, on les a obligés à quitter les lieux où ils étaient extrêmement utiles. On les a démobilisés, on a créé des postes d'affectation pour essayer de casser. À la fin de ces concertations déconcertantes, chacun perçoit des espèces sonnantes et trébuchantes et fait figurer son identité au bas du communiqué final sur la liste des signataires ayant participé à cette scénographie du dilatoire perpétuel du gouvernement. En guise de rappel, savez-vous que par le passé, nous avons eu ce type de manœuvre avec l'Association pour la défense des droits des étudiants camerounais qui avait organisé en avril 2005 la grève de la faim. Rappelons-nous de toutes ces méthodes pour comprendre aujourd'hui que las de pouvoir se retrouver à ne pas discuter, à chercher à infiltrer, à casser, à démobiliser, on finira toujours par revenir au début. Le pays continue de présenter un schéma de blocage suivi de crises observables depuis les années 1950. En effet, les similitudes entre les violences de 1945, 1955, 1990, 91 et 2008 sont frappantes. Ce schéma de blocage puis crise est renforcé par le refus à des moments de Yaoundé de nouer un dialogue fructueux par le déclin de l'opposition et par l'utilisation de la violence de l'État pour réaffirmer son autorité défaillante. Et si on causait, et si on se parlait, et si on discutait, plutôt que d'imaginer toute autre chose, je crois qu'aujourd'hui le temps est passé, les stratégies ont évolué, il est temps de tout repenser, savoir discuter pour pouvoir atteindre des objectifs et des résultats fiables. Merci à vous, cher Lamel Bathiou, et merci également aux nombreux Camerounais qui nous regardent dans plusieurs, on va dire, syndicats aujourd'hui, ou encore dans plusieurs mouvements de revendication. On va se poser une question: comment le gouvernement parvient-il à chaque fois
à fragiliser les mouvements de revendication, des mouvements dans lesquels les gens essaient de revendiquer bien sûr le droit et de porter la voix autour des questions urgentes, autour de, si vous voulez, des organisations étatiques aujourd'hui. Comment comprendre les manœuvres? Ça, c'est le fond de la colère exprimée par Charles Membadjou. Des manœuvres en un moment donné qui fâchent, il l'a très bien dit. Des manœuvres qui voudraient ici que l'on étouffe une situation et que la situation ne soit pas résolue ou un problème. Comment se dire, Bonbon Bengal, que sur des questions de revendication, sur des questions de droit des uns des autres, que l'on trouve toujours des stratégies mises en place pour écarter le problème sans pour autant le résoudre, alors qu'on sait qu'il y a un problème, il faut des solutions urgentes. Casser des mouvements, quel intérêt? L'intérêt, c'est que la France avait décidé de confier les rênes du pays à ceux qui étaient opposés à l'indépendance de ce pays. Et elle a donc procédé à cette politique de division pour parvenir à ses fins. Et une fois confié le pays à ceux qui étaient contre l'indépendance, ça veut dire qu'ils n'étaient pas préparés pour gérer un pays indépendant. Il fallait donc éliminer des couloirs ceux qui pourraient gêner. Donc, les esprits sont jugés incontrôlables. C'est pour ça, c'est cette raison-là. Ça commence, il a dit dans les années 50, ça m'a rappelé le discours de Ruben Oumniobé le 14 décembre 1951 à Kumba, pour une comité d'état. Il avait dit exactement ceci. Les colonialistes dressent tribu contre tribu, en faisant croire aux uns qu'ils sont plus intelligents et aux autres qu'ils sont plus riches et vont dominer le pays. Les uns et les autres croient naïvement à cela et se livrent à de vaines luttes intestines qui aboutissent finalement à la ruine de tous. Et le seul qui profite, c'est le colonisateur. Les colonialistes dressent intellectuels contre chefs traditionnels en faisant croire aux uns qu'ils sont comme les blancs et vont prendre l'administration, et aux autres qu'ils sont les détenteurs du pouvoir et qui vont prendre le pays. Voilà, c'est cela. Ça, c'était le 14 décembre 1951 à Kumba. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Charles Lamé parlait de la succession, je pense, la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec la chefferie de Canton Bel. Nous parlons avec Bangou, nous voyons le recteur Aurélien Soso. On a créé tout un village pour qu'il soit chef traditionnel. C'est cela l'orientation. Et aujourd'hui on vous dit, ah, ne suivez pas tel, ah, ne suivez pas tel, c'est le groupe tel. Donc à partir, et je pense que Singapour, il faut citer, il avait été à un moment donné président de l'association des étudiants camerounais, qui est devenue union des étudiants camerounais avec C, après avec K. Donc, et Singapour s'est retrouvé à travailler avec Aïdjo, c'est-à-dire qu'en abandonnant les Joseph Sark et tout ça. Et c'est ça qui a abouti en 68 à cette fameuse loi de double nationalité qui fait problème aujourd'hui. Et qui était secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale de l'époque et président de la commission de bourse, c'était Paul Biya. Donc, c'est donc la continuité d'un système qui fait que il faut tuer les syndicats, parce qu'il n'existe pas de texte qui organise les syndicats. C'est le décret, je pense qu'il y a un décret de 1993 qui vous dit comment on crée un syndicat. Mais il existe des textes qui organisent les partis politiques, la gestion des partis politiques. Donc, il faut éviter que les Camerounais soient formés à la citoyenneté. C'est ça le problème. Il faut les orienter dans des casquettes politiques et partisanes. Et à ce moment, on va vite faire de vous cataloguer Anglo, Bami, Betty, Bassa, Sawa, ainsi de suite, ainsi de suite. Justement. Et on a amené ça même au sein des étudiants. Il y a un syndicat des étudiants dont on ne parle pas, l'ADEC, l'Association pour la défense des droits des étudiants. On n'en parle pas. Mais on fait la promotion de l'Association des étudiants Grand Sawa, Grand Ouest, Grand Bam, Grand Nord. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui intègre donc les syndicats. Les conséquences justement qui en découlent, c'est que justement on laisse entendre qu'on est dans un état de droit, mais on ne vit pas le droit. On ne respecte pas le droit de X, le droit de Y, le droit de l'étudiant, le droit de travailleur, le droit de, de tous ceux qui sont dans une éventuelle revendication. Alors, est-ce que fondamentalement, ça ne pose pas même
le principe, la place du droit, sociologiquement parlant au Cameroun. Tout à fait. Et vous utilisez bien le mot. Le code du travail actuel, Oui. il date de 1992. Ça nous avait fait un débat terrible à l'époque. Où on peut vous recruter un ingénieur, bac plus 5. On décide de vous payer comme un bachelier. C'est-à-dire que vous êtes... Le code du travail camerounais, vous le dites, hein? Oui. Ouais. C'est l'employeur qui décide quel salaire il vous donne. Et lorsqu'on votait ce code du travail, je me rappelle encore, on avait, je pense, beaucoup d'entreprises, je ne citerai pas ici, on avait même licencié les délégués personnels. Et vous en avez vu ici à la communauté urbaine avec un Tonnet. Donc ce qu'un Tonnet a fait là, et pour être réhabilité par le maire Bassadine, ce n'était pas la première fois. 92-93, on avait licencié les délégués personnels. Et le code du travail, je vous dis, vous venez, on décide de vous prendre comme agent de maîtrise, alors que vous avez bac plus 5. Vous avez baccalauréat, on décide de vous donner le salaire d'un capiste. Donc, on dit, vous négociez avec eux. Donc, quand on met ça, justement, une loi qui est venue mater les populations de l'État. Donc, on vous clochardise, on vous paupérise pour que vous soyez dans des situations avec des salariés. Isabelle Carros-Depet, justement, la colère portée ce matin sur les politiques de division porte encore un intérêt sur le droit en lui-même. Je le disais à l'instant, parce qu'il faut en parler. Comment peut-on avoir des droits qui ne soient pas respectés? Comment peut-on choisir les droits des peuples, des populations, des citoyens? Eh bien, trouver des mesures adéquates de les diviser en permanence. Avons-nous le sentiment que la petite logique très occidentalisée qui voudrait que l'on dise que diviser pour mieux régner fait perdurer, on va dire, le système en place au Cameroun aujourd'hui? Oui, on va dire oui, parce que on se rend compte qu'ils se plaisent dans cette situation qui est plutôt inconfortable pour la population, pour la masse, mais qui pourrait être une situation dans laquelle ils se réjouissent. Trouver des cassures. Hein? Oui, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a cette division, lorsque vous ne parlez pas d'une seule voix, lorsque vous n'êtes pas unis, alors vous évoluez en rang dispersé. Ouais. Plus on évolue en rang dispersé, plus vraiment ils prennent plaisir à rester là où ils sont et continuer à pouvoir épier, à pouvoir voler, à pouvoir détourner, sachant que de l'autre côté, la réplique ne pourrait pas être à la hauteur parce qu'il n'y a pas cette unité dans les voix, raison pour laquelle on ne saurait renverser une tendance, on ne saurait vraiment parler d'une seule voix et dire non, on n'est pas d'accord de cette situation, on n'est pas d'accord de telle ou de telle autre décision, on n'est pas d'accord de la situation qui prévaut actuellement parce qu'on n'est pas déjà unanime dans les positions dans lesquelles on devrait se retrouver. Alors, l'unanimité, au moment pas de l'unité de Dominique Audrey, est-ce qu'on n'a pas le sentiment justement, on tente tant que mal de réunir les points de vue sur des questions, on va dire, propres au régime, propres au gouvernement, des idées qui sont les leurs, qui ne sont pas partagées par tout le monde, en vous fragmentant au quotidien, oui, peut-être pour mieux s'imposer. Au final, à quoi est-ce que cela renvoie? S'enrichir, dilapider, être fier de ce qu'on a le pouvoir et qu'on ne peut pas respecter les droits de l'autre, crier, provoquer en même temps des colères. On n'est pas dans une préparation de la guerre là, Dominique Audrey, lorsqu'on refuse de ne pas respecter le droit de l'autre? Préparation de la guerre, c'est un bien grand mot. Lorsqu'on refuse de respecter autant pour moi. Ouais. C'est un bien grand mot. Ici, il est question d'assujettir, d'asseoir son autorité sûre. Tout à fait. Et ça passe justement par cette manipulation-là. Regardez par exemple les différentes crises que traverse le pays. On a eu le cas de Saint-Mélima avec les boutiques qui ont été cassées suite au décès du jeune homme. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Lorsqu'on remonte un peu plus loin, je vais me substituer en Bombok. En 1992, on a eu le cas des Bolova, qui était quasiment semblable à ce qu'on a vécu à Saint-Mélima à 2019. On a le tribalisme aujourd'hui qui est utilisé comme la principale arme de manipulation. Lorsque vous allez vouloir vous opposer ou bien lever votre voix contre ce qu'on appelle une injustice, on va essayer de faire un parallèle pour savoir de quelle aire géographique est-ce que vous venez, de quel et directement dire c'est justement parce qu'il vient de tel et qu'il est
sociologiquement proche de tel qu'il dit telle autre chose parce qu'il est contre nous, parce que nous on vient de tel autre endroit, mettant de côté le problème de fond qui reste, par exemple les problèmes d'eau, les problèmes d'énergie, les problèmes de justice qu'on vit aujourd'hui. Donc malheureusement, les Camerounais se sont laissés appâter à cela. Nous nous sommes laissés entraînés dans ce jeu-là, qui fait qu'on nous a effectivement divisés pour mieux régner. La preuve, vous vous rendez bien compte qu'il y a par exemple, dans le corps d'enseignants qui est en train d'émettre des revendications, des gens qui ne voient pas le bien fondé de le faire. Pourtant, ils sont effectivement des enseignants. Mais est-ce que le problème posé est tiré par les cheveux? Non. Donc, justement parce qu'on est divisé, il n'y aura pas moyen qu'on parle d'une seule voix. Lorsque vous allez demander de l'eau, quelqu'un va vous dire dans mon quartier il y a de l'eau. Donc moi je ne vois pas trop pourquoi est-ce que je vais me plaindre. Moi je ne souffre de rien. Quand vous allez dire nous on n'a pas d'électricité, au nord on n'a pas d'électricité, d'aucuns parce qu'ils ont eu l'électricité un jour sur 7 diront que nous on n'a pas de problème, on a l'électricité. Pareil pour les infrastructures. Je revenais sur les conséquences de Nicotone. Est-ce qu'on n'est pas soi-même, je parle là du gouvernement, et même des Camerounais, pour le cas du Cameroun précisément, est-ce qu'on n'est pas dans une guerre qui est en train de se préparer, une bataille effroyable? Je le dis comme ça parce que je comprends très mal que vous bafouez mes droits, quoi que je sois calme et que je ne disais rien, que vous ayez l'impression que j'ai validé votre pouvoir sur moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le pouvoir s'exerce. Oui, le pouvoir s'exerce justement. Autant le pouvoir s'exerce. La personne a le pouvoir. Il a le pouvoir. Non, naturellement, on ne dit pas le contraire. Oui. Vous bafouez mes droits. Je vous regarde faire. Vous ne vous demandez pas qu'est-ce que je peux bien préparer. C'est effectivement, la parole. Justement, vous êtes dans l'optique de Jean-Marc Ella, qui disait l'irruption des pauvres. Ouais. C'est-à-dire, il dit la société va s'élever un jour contre l'ingérence, le pouvoir et l'argent. C'est vrai, c'est Christian Toumi, père son âme, il avait accordé une interview le même jour à Radio France Internationale et à la Nouvelle Expression, c'était le 14 octobre 1997. Il avait dit, je cite, « Si on ne fait pas attention, ça va exploser un jour. » Fin de citation. Donc, vous dites là, donc la société va apprendre, j'allais dire, à résister contre la corruption, à résister contre le mensonge, et à résister contre la répression. Donc, lorsqu'elle arrivera, lorsque le peuple arrivera à ce niveau-là, effectivement, ce que vous dites, ça va arriver. Voilà. Merci infiniment. Madame, Monsieur, nous vous disons merci pour ce moment passé en notre compagnie et d'ailleurs en votre compagnie également. Vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin. Vous êtes très nombreux dans vos familles à nous donner vos encouragements. On va marquer une pause, comme le veut bien sûr la tradition, chaque matin ici. On se retrouvera dans 5 petites minutes.